Anaïs se fait des films. Se fait quoi ? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films ? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Anaïs se fait des films, le podcast où je parle de cinéma. Avant de commencer, j'ai une petite annonce à vous faire. On se retrouve le mardi 6 janvier à 18h30 en live, non pas physiquement, mais sur Twitch. Vous pouvez suivre d'ores et déjà mon compte Twitch, Anaïs se fait des films. Et donc le 6 janvier à 18h30, il vous suffira de vous connecter, vous me verrez apparaître et vous pourrez me poser toutes les questions que vous avez et j'y répondrai en direct. On est début janvier et dans cet épisode, j'avais envie de répondre à une question qu'on m'a beaucoup posée ces dernières semaines. Cette question, c'est quels étaient les meilleurs films de 2025 ? Et oui, c'est la saison des tops et j'aurais vraiment regretté de ne pas vous partager le mien. On m'a proposé de faire un top 2, un top 3, un top 5, mais vous le savez, j'ai souvent du mal à me contenir dans ce podcast, donc j'ai décidé de vous faire un top 10. Avant toute chose, pour ce classement, voici les règles. D'habitude, j'ai tendance à faire un top avec les films que j'ai préféré voir cette année-là, et donc j'inclus des films qui sont peut-être pas encore sortis en salle, mais que j'ai vus à Cannes ou à Venise, etc. Mais en même temps, je trouve que c'est pas très sympa pour vous, puisque vous avez pas eu l'opportunité forcément de voir certains des films dont je vous parle. Donc j'ai décidé de me tenir pour ce top 10 à des films qui sont sortis en salle en 2025. Si je ne m'étais pas imposé cette règle, les films Marty Supreme, Silent Friend et Les Échos du passé seraient dans ce top 10, mais je les garde pour mon top 2026. À la 10e position de mon top 10 des meilleurs films de 2025, il y a le très grand film Destination Finale Bloodlines de Adam B. Stein et Zach Lipovsky. Death doesn't like it when you mess with his plans. This book, it will show you everything you need to know to keep our family safe. It all started with Grandma. Death is coming for us because we were never supposed to exist. Watch out! Only by embracing death will it pass you by. C'est un film d'horreur de la saga Destination Finale. Je vous en ai parlé il y a assez longtemps dans un épisode consacré aux règles de bienséance au cinéma. C'est tout simplement une des séances de visionnage les plus fun que j'ai pu vivre cette année. J'étais toute seule dans un grand cinéma parisien en genre jeudi matin. Je me suis pris ma petite boîte de popcorn et j'y suis allée vraiment par curiosité pour voir si justement je pouvais faire une critique du film dans le podcast, mais sans m'attendre à grand chose. Et en fait, j'ai surkiffé. C'est un film qui est extrêmement inventif dans sa manière de tuer les personnages et c'est quelque chose qu'on attend particulièrement d'un film d'horreur slasher comme les films Destination Finale. C'est très très fun, les effets spéciaux sont bons, c'est très bien rythmé. Bref, je me suis éclatée et j'ai vraiment hâte de le revoir. Et quand je fais le bilan de cette année, certes, c'est peut-être pas le film le plus prestigieux auquel je peux penser, mais ça a vraiment été un des films que j'ai le plus aimé voir. À la 9e position de ce classement, il y a le film Résurrection de Bigan. C'est un film qui était en compétition à Cannes cette année, je vous en ai déjà parlé un petit peu, il est encore en salle actuellement, si je ne m'abuse. Et c'est un film qui est très difficile à décrire parce que c'est un film assez expérimental, assez abstrait aussi dans son récit. Et c'est un film qui est tout simplement époustouflant visuellement. Bigan est un cinéaste qui est connu pour la forme de ses films, qui est connu pour repousser sans cesse ce qu'on peut faire avec l'objet film de cinéma. Et là, j'ai encore été complètement soufflée. C'est vraiment indescriptible, je peux pas vous dire grand-chose de plus à part d'aller le voir, absolument. C'est aussi un de ces films qui va vous rappeler pourquoi c'est très important de voir des films dans une salle de cinéma, d'être complètement immergé dans un récit, dans des images. Je peux pas dire que j'ai forcément tout compris à ce film, mais par contre, j'étais juste scotchée à l'écran de A à Z. Je suis ressortie, je bouillonnais d'idées, d'envie d'en parler avec les gens, ça m'a tellement stimulée intellectuellement et créativement que j'étais obligée de l'inclure dans ce top. À la 8e position, j'ai choisi de mettre le film Sorry Baby d'Eva Victor. Something pretty bad happened to me. Did it just happen? No. It was a little over 3 years ago.
Well, that's not that much time. I know this is hard to talk about. It doesn't feel that you know that. We know what you're going through. We are women. What? I know you're scared, but you're okay. C'est un film dont j'ai pas trop eu l'occasion de vous parler dans le podcast. On pourrait le qualifier de petit film parce qu'il a une patte très indé, parce que c'est un récit qui, pour le coup, là, visuellement, va pas non plus faire de l'esbrouf comme le fait Bigan. On est sur quelque chose de plus simple, mais très impactant émotionnellement. En tout cas, moi, ça a eu un effet très fort sur moi, et pourtant, je l'ai vu dans le train. Donc ça, c'est quand même un grand compliment, parce que quand on voit un film dans le train, on n'est pas super concentré. Mais là, j'avoue que j'ai été vraiment épatée par ce premier film d'Eva Victor. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a subi un traumatisme pendant ses études et qui essaye de se reconstruire. C'est un film très, très doux, très touchant. Eva Victor joue aussi le rôle principal, c'est elle qui a écrit le film et en fait elle a expliqué qu'elle voulait faire un film qui parle de violence sans contenir aucune violence. C'est vrai que sur ce sujet-là, on a tendance à voir des films qui peuvent être beaucoup plus choquants et qui peuvent même être retraumatisants pour le public. Là, c'est vraiment un film qui s'intéresse à la reconstruction et donc pas forcément au choc initial, mais vraiment à la manière très longue et très lente dont on va pouvoir réapprendre à se connaître après un traumatisme. Donc on va aussi réapprendre à vivre avec les autres parce que c'est un personnage qui a un peu du mal dans ses interactions. J'ai été extrêmement touchée par ce film. Il y a une scène notamment que vous reconnaîtrez une fois que vous aurez vu le film, mais une scène avec un sandwich que j'ai trouvée bouleversante. Et c'est une scène avec un sandwich et John Carroll Lynch, qui est un grand acteur que vous avez croisé dans plein de films et qui est toujours bouleversant, même pour des petits rôles. Et là, c'est exactement le rôle qu'il joue. Rien que pour cette scène, Sorry Baby vaut le détour. À la 7e position de mon classement, j'ai choisi Nouvelle Vague de Richard Linklater. Celui qui est au milieu, c'est Truffaut. À sa gauche, bien sûr, le Chabrol. Et celui avec les lunettes noires, c'est Jean-Luc Godard. C'est lui le vrai génie. Du moins, c'est ce qu'il te dira. Je crois que vous commencez à voir un petit peu de quel film il s'agit, puisque je vous en ai parlé à Cannes, où j'avais fait une interview avec Richard Linklater, et ensuite je vous en ai parlé à la sortie du film en salle, avec le directeur de la photographie, David Chambille. C'est un film qui parle de la réalisation d'À bout de souffle par Godard, et donc de tout l'élan créatif de la Nouvelle Vague à cette période dans le cinéma français. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que honnêtement, je suis pas du tout une fanatique de la Nouvelle Vague. Je pense même être plutôt ignare sur le sujet. À Cannes, le public était très divisé. Il y a des gens qui ont adoré parce que c'est un film extrêmement fun, joyeux, divertissant, comme tous les films de Richard Linklater. Et il y en a d'autres qui ont détesté parce qu'ils trouvaient, je cite, que c'était la Nouvelle Vague pour les nuls. Et j'étais, oui, moi, je suis nulle. Donc, je veux voir la Nouvelle Vague pour les nuls. Personnellement, ça m'a donné envie de revisiter À bout de souffle et j'ai pris tellement de plaisir à voir ces acteurs s'éclater. Il y a Zoé Deutch qui joue Jean Seberg qui est vraiment excellente, mais la révélation du film, c'est Guillaume Marbeck qui joue Godard. C'est un acteur français qui n'était pas du tout connu avant et pour moi, c'est une des performances les plus marquantes de toute l'année 2025. Il est absolument exceptionnel dans le rôle et j'ai très très hâte de le voir jouer dans d'autres films. À la 6e position du classement, j'ai choisi A House of Dynamite de Catherine Bigelow. Là aussi, c'est un film dont je vous ai parlé plusieurs fois. Il était à Venise et c'est un thriller politico-militaire, comme la plupart des films de Catherine Bigelow. C'est un film qui imagine ce qui se passerait si une attaque nucléaire était lancée contre les États-Unis, puisque le film, en fait, démarre avec la détection d'un missile nucléaire. Et tous les personnages, en gros, découvrent qu'ils n'ont que 20 minutes pour réagir. Quoi qu'il arrive, le missile va s'abattre sur les États-Unis, ça c'est sûr. À partir de là, quelle décision on prend ?
Qui est-ce qu'on sauve ? Est-ce qu'on décide de répliquer ou est-ce qu'on décide de ne rien faire ? Toutes ces questions-là qui sont quasiment impossibles en fait pour un être humain, mais que les plus grands cadres de l'administration américaine doivent se poser, eh ben le film va les poser aussi. Donc en fait, on va suivre les événements à travers une multitude de personnages qui sont à la Maison-Blanche, qui sont dans la War Room, qui sont à des positions stratégiques et qui sont tiraillés entre le choc et le deuil de cette attaque, le déni, l'inquiétude qu'ils ont pour leurs proches et le fait de savoir que leurs proches ne vont sans doute pas survivre, et aussi leur mission et le fait qu'ils doivent prendre toutes ces décisions avec sang-froid, alors que c'est évidemment impossible. Ce qui est fascinant, c'est que plus on monte dans la chaîne de commande, plus on voit que les décisions prises sont irrationnelles, alors qu'on attendrait des plus hauts représentants de l'État d'être parfaitement préparés à ces questions. On se rend compte que dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et il y a une volonté assez politique de la part de Catherine Bigelow et Noah Oppenheim, le scénariste, de justement exposer cette maison de dynamite dans laquelle on vit tous, c'est-à-dire que la surenchère nucléaire a lieu depuis très longtemps dans le monde, et le jour où une attaque nucléaire est lancée, on pense peut-être qu'on a toutes les clés et qu'on est super préparé, mais c'est sans doute pas le cas. Donc c'est un film qui est assez terrifiant, je l'ai vu 2 fois, je me suis rongé tous les ongles à 2 reprises, donc je trouve que c'est extrêmement bien écrit. Et encore une fois, c'était une des expériences de visionnage qui m'ont le plus plu cette année parce que j'étais totalement tenue en haleine. Je pense que le fait de le voir sur un très grand écran à Venise a joué et c'est malheureux que le film ne soit disponible que sur Netflix parce que je pense qu'il gagnerait vraiment à être vu dans des conditions beaucoup plus immersives en salle. Mais que voulez-vous, quoi qu'il en soit, je trouve quand même que c'est un très très bon film de Catherine Bigelow et un grand retour en force après Détroit que j'avais trouvé personnellement pas terrible. À la 5e position de mon classement, il y a Une bataille après l'autre, de Paul Thomas Anderson. Rise and shine. Bat an eyelash. Good morning. There are no hands on the clock. Why? Because they're not needed. What time is it? Fuck. You know, I don't remember that part. All right, let's just not nitpick over the passwords. This is Bob Ferguson. I was a part of the French 75. J'ai aussi consacré un épisode entier du podcast à ce film. Pourquoi ? Parce que Paul Thomas Anderson, je pense, est un des plus grands cinéastes vivants, un des plus grands cinéastes de sa génération. Il n'a jamais fait de mauvais films. Et c'est encore une réussite avec celui-là, même si c'est pas forcément mon PTA préféré. C'est quand même un très grand film. Honnêtement, quand j'ai démarré mon classement, je l'ai même pas inclus. Parce que c'est un film qui est tellement dense et qui demande tellement à être revu, et que j'ai pas eu l'occasion de le revoir, qui m'a pas laissé une impression peut-être aussi forte que d'autres films qui sont sur ce classement. Mais en fait, il y a quelque chose d'inévitable avec ce film, qui a fait que je pouvais pas ne pas le mettre dans mon classement. Bon, déjà parce que je l'ai adoré, mais aussi parce que si je réfléchis à une scène qu'il faudrait garder dans toute l'année cinéma 2025, ce serait la scène des collines dans Une bataille après l'autre. C'est une scène de course-poursuite qui est bluffante visuellement, qui est d'une grande inventivité, alors que la scène de course-poursuite, c'est quand même un grand classique du cinéma. Paul Thomas Anderson a juste trouvé une nouvelle manière de raconter une course-poursuite en voiture en ligne droite. C'est vraiment un moment de cinéma gigantesque. Quand je l'ai vu, je me suis tout de suite dit que non seulement ça allait marquer l'année, mais que ça allait sans doute marquer pendant très longtemps le cinéma. Et donc, rien que pour ça, je suis obligée d'inclure Une bataille après l'autre dans mon top 5. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi les performances qui sont très très grandes. Une des meilleures performances de tous les temps de Leonardo DiCaprio. Une des meilleures performances de Benicio del Toro, c'est pas peu dire non plus. Une des meilleures performances de Sean Penn. Donc vraiment, quand on a de très très grands acteurs qui arrivent quand même à se surpasser après plusieurs décennies de carrière, c'est qu'on est face à un immense film. Et puis il y a aussi des acteurs moins confirmés mais qui sont tout aussi bons. Il y a Chase Infinity qui est la jeune actrice qui a été révélée par le film. Et pour moi, un des plus gros chocs de cette année, c'est aussi Teyana Taylor dans le rôle un peu pivot du film qui déborde de charisme et qui est une immense révélation cinématographique. À la position numéro 4 de mon classement des meilleurs films de 2025, il y a le film Pavements de Alex Ross Perry. Pavements, c'est un film hybride assez difficile à décrire. Ça parle du groupe de rock des années 90 Pavement, un groupe qui a vraiment existé et qui a un statut culte pour tous ses fans.
Et donc c'est un documentaire sur Pavement, mais c'est aussi un film qui se moque des documentaires musicaux et de tous les clichés un petit peu faciles auxquels ce genre de films vont accéder. Et pas seulement des documentaires musicaux, mais aussi des biopics musicaux, puisque Alex Ross Perry, pour ce film, a décidé de mettre en scène la production d'un faux biopic de Pavement, avec des vrais acteurs qui donc se jouent eux-mêmes en train de jouer les membres de Pavement dans le film. Il y a notamment Joe Keery qui a été révélé dans Stranger Things, qui joue le leader de Pavement et qui est vraiment génial. Donc c'est un film qui est très surprenant sur la forme. Personnellement, je connaissais pas super bien Pavement et j'ai quand même trouvé que c'était un film génialissime, donc vous n'avez absolument pas besoin d'être fan du groupe pour apprécier. Par contre, je dois dire que je regarde énormément de films musicaux, tous genres confondus, et donc j'ai trouvé ça extrêmement savoureux de voir Alex Ross Perry à la fois rendre hommage à un groupe qu'il adore sincèrement, mais aussi le faire en faisant un pied de nez à toutes les conventions cinématographiques du film musical qui, clairement, méritent d'être un petit peu réinventées. Alex Ross Perry, pour moi, c'est un très très grand cinéaste. J'ai eu l'occasion de l'interviewer plusieurs fois. Il est très intelligent, il a un humour très mordant et on retrouve vraiment tout son esprit dans Pavements. C'est un film qui est disponible sur Mubi et je vous encourage vraiment à le découvrir si ce n'est pas encore fait. À la 3e position du classement, j'ai choisi 28 ans plus tard de Danny Boyle. What's going on? Jimmy, sit still, keep quiet, and do not move from this spot. C'est tout simplement un de mes films préférés de l'année, un des plus grands films selon moi. J'aime bien les films précédents de la trilogie, 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, mais je ne suis pas non plus une inconditionnelle. Donc je suis allée voir le film avec curiosité, aussi parce que Danny Boyle est quelqu'un qui cherche parfois à se réinventer aussi dans la manière de filmer et qui avait tout un discours autour du film qui avait été avec des séquences qui avaient été tournées entièrement à l'iPhone, avec un procédé assez novateur, puisqu'il a créé une manière de filmer en simultané avec plusieurs dizaines d'iPhones. Et c'est vrai que ça crée un effet visuel très surprenant. Je ne m'y attendais pas, mais j'ai adoré ce film et surtout, ce que j'avais pas anticipé, c'est à quel point j'allais être émue par ce film. J'ai pleuré à chaudes larmes devant ce film à chaque fois que je l'ai vu. L'histoire est toujours évidemment centrée sur le virus zombie qui a ravagé la planète 28 ans plus tôt, mais comme on est à plusieurs décennies de distance de ce virus, c'est un film qui est beaucoup plus solennel, beaucoup plus réflexif, beaucoup plus introspectif sur le virus. En fait, c'est une superbe réflexion sur la mort, sur le deuil et sur l'acceptation de la mort, la beauté même de la mort. Donc c'est une thématique qui m'a beaucoup parlé. Vous savez que j'aime beaucoup les films d'horreur et j'aime aussi beaucoup les films qui arrivent à être poétiques et inventifs sur des thématiques qui sont parfois difficiles à confronter de manière directe. La musique de 28 ans plus tard, selon moi, est peut-être la meilleure musique de l'année, la meilleure bande-son. Je la réécoute en boucle, je la trouve géniale. Voilà, c'est un film extrêmement surprenant, très poétique, très très fort. Les séquences d'action sont superbes aussi, vraiment un sans faute total pour Danny Boyle. Et j'ai très très hâte de découvrir le prochain film, puisque ce film conclut la trilogie précédente, mais il ouvre aussi une nouvelle trilogie. Et le nouveau sort en 2026, très bientôt. Et je vais le découvrir très très prochainement, donc j'ai super hâte. À la 2e place de mon classement, j'ai choisi Deux sœurs de Mike Leigh. Look at you! Fix your face! You're dealing with the public, handling people's food. Stop, please. Oh, and you can pipe down and all standing there like an ostrich. People can't stand them. Cheerful, grinning. Are you going to purchase this sofa? Are you going to buy it? No, I'm not. I don't want to take your DNA home with me, thank you very much. C'est un film qui est sorti en avril, qui n'a pas, selon moi, reçu toute l'attention qu'il méritait. Et en fait, le titre français, c'est Deux sœurs. En anglais, c'est Hard Truth, donc les vérités dures à entendre. Et c'est un film qui est dur à regarder, honnêtement, puisque son héroïne principale, jouée par l'immense actrice Marianne Jean-Baptiste, est une femme très, très, très en colère, à un point qui est difficile à supporter quand on la regarde, puisqu'elle s'énerve vraiment contre tout le monde, y compris son fils, son mari, les inconnus qu'elle croise dans la rue, dans les magasins. Elle déborde de rage.
Et on comprend pas vraiment pourquoi pendant une grosse partie du film. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que le film va nous donner une partie de réponse, mais honnêtement, c'est pas ça le plus important. Par contre, le fait de montrer de manière aussi directe et âpre la souffrance de cette héroïne, j'ai trouvé que c'était très très fort. En fait, c'est un film qui parle aussi de TOC, de santé mentale endommagée. Et ce qui est fou, mais c'est aussi grâce au talent de Mike Leigh, qui est un scénariste vraiment unique en son genre, et aussi au talent de Marianne Jean-Baptiste, c'est qu'on arrive à se prendre vraiment d'affection pour cette héroïne qui est pourtant difficile à aimer. J'ai été vraiment bouleversée par ce film. Je me suis pris une grosse claque parce que vraiment, je dois dire que c'est pas facile de le regarder. Mais encore une fois, c'est une expérience... c'est une expérience plus qu'un film. Et c'est vraiment un film qui fait preuve de tellement de compassion et d'humanité pour un personnage qu'on pourrait très vite rejeter. Justement, dans les premières scènes, se dire « mais elle est insupportable, c'est une énorme connasse ». Et en fait, non, le film va vraiment nous mettre face à ce personnage suffisamment longtemps pour qu'on se demande vraiment ce qu'il y a en dessous de ces crises de colère. Et c'est à la fois très jouissif parce qu'honnêtement, il y a des répliques vraiment violentes et virulentes, mais délicieuses du personnage principal. Donc c'est très très drôle, mais c'est aussi très émouvant quand on finit par comprendre un petit peu tout le mal-être que cette héroïne est en train de vivre. Donc voilà, vraiment 2 sœurs de Mike Leigh. Selon moi, c'est un chef-d'œuvre et j'espère que vous aurez l'occasion de le découvrir un jour. Et enfin, le premier film de mon classement, c'est Valeurs sentimentales de Joachim Trier. We can't really talk. My father is a very difficult person. Je sais, le suspense était à son comble. J'ai déjà parlé de ce film plusieurs fois dans le podcast. Je l'ai découvert en compétition à Cannes. C'est un film qui parle d'un père qui est réalisateur et de ses 2 filles qui ont toutes les 2 suivi des trajectoires professionnelles très différentes, professionnelles et personnelles d'ailleurs. Et en fait, à travers son dernier film, ce réalisateur va essayer de renouer quelque chose avec sa famille, de réparer peut-être quelque chose qui s'était installé entre eux. Et donc, c'est un film qui va soulever toutes les tensions qui ont pu se développer entre ces 2 sœurs et leur père. C'est un film assez méta puisqu'il parle de cinéma, il parle de la manière dont certains cinéastes vont utiliser la création pour exorciser peut-être des blessures qu'ils ont. C'est un film qui est plus simple, je dirais, que Julie en 12 chapitres, son film précédent, mais c'est aussi ça qui m'a plu. J'ai trouvé que c'était un film qui se cachait pas derrière tous les effets que Joachim Trier a pu démontrer auparavant. C'est un film qui laisse les artifices de côté pour parler de manière beaucoup plus sincère, je trouve. J'ai fini le visionnage de ce film dans une flaque de larmes. Je l'ai trouvé absolument bouleversant. Tout le casting est superbe, mais Stellan Skarsgård, qui joue le père, m'a écrabouillé le cœur. Bon, après, je vous avoue que je me suis mise à pleurer dès la séquence d'ouverture, en fait. C'est un film qui parle aussi beaucoup de la maison dans laquelle cette famille a grandi et tout le rôle que cette maison a pu jouer dans leur vie et joue encore dans leur vie. Personnellement, moi, je suis quelqu'un qui s'attache beaucoup aux lieux et qui accorde beaucoup de sentimentalisme et de romantisme aux lieux. Et donc, cette partie-là du film a vraiment beaucoup résonné en moi. Mais je crois que je suis pas la seule parce que je sais que Valeurs sentimentales a fait pleurer énormément de monde. Voilà, encore une fois, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Je pense que c'est le plus grand film de Joachim Trier et pourtant, c'est un excellent cinéaste. Mais là, je pense que vraiment, c'est son plus beau film. J'étais un petit peu déçue qu'il n'ait pas la Palme d'Or parce que je pense qu'il l'a mérité amplement. Et je précise que si j'avais un peu déjoué les règles de mon classement, j'aurais eu un ex-aequo pour ce top 1. Et cet ex-aequo, ça aurait été Valeurs sentimentales de Joachim Trier et Marty Supreme de Josh Safdie. Je suis désolée parce que je sais que je vous hype beaucoup trop pour ce film que vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir et que vous allez peut-être être déçus au moment où vous allez enfin le découvrir. Mais Valeurs sentimentales et Marty Supreme ont été sans conteste mes 2 films préférés de 2025 et je ne saurais pas les départager. Donc voilà, je les départage uniquement parce que Marty Supreme n'est pas encore sorti. Mais j'espère qu'il vous plaira autant que moi. Je suis très curieuse de savoir ce que vous avez pensé de ce top, donc j'attends avec impatience vos commentaires. Ne m'insultez pas trop si votre film préféré n'en fait pas partie. Et puis on se retrouve très vite avec un nouvel épisode de mon hors-série spécial Hollywood. Vous allez voir, j'ai parlé à plein de gens et j'ai encore plein de choses à vous raconter. À très vite. Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.